Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. C'est un spectacle fantomatique qu'offre de plus en plus de centres-villes en France. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a dévoilé son nouveau projet de budget. Des dizaines et des dizaines de boutiques qui ont fermé les unes après les autres. Quelles sont les premières pistes de ce nouveau budget? Moi, c'est censure dès lundi, en plein dans les chicots. Va-t-il permettre d'éviter la censure? Non mais moi c'est pareil, maintenant de toute façon je censure tout. Manu, je vois que tout le monde est contre moi, ça m'angoisse. J'ai peur de pas tenir très longtemps. Ça vous va comme surnom Monsieur 2 minutes ou pas? Ça dépend quoi vous pensez. Deuxième gouvernement Lecornu, peut-on parler de gouvernement biscornu? Ouais, c'est pas faux. Eh bien, dans quel état met-il la France dans tous les états? Ici, on ne censure personne. Au contraire, on donne la parole, surtout à nos auditeurs. 0826 300 300, je vous jure, vous ne serez pas censurés. Alors, à la carte aujourd'hui, nous allons voir avec l'avocat Guylain Benessa et le sénateur Étienne Blanc qui est présent dans le studio, si l'aventure Lecornu va passer ou va casser. Ensuite, on fera un petit tour du côté du bioéthanol qui n'est pas aimé par le fisc. On va parler d'un médecin agressé vis-à-vis duquel la justice a été, me semble-t-il, un petit peu laxiste. On grimpera au sommet de la Tour Eiffel qui est dans le rouge. On a fait qu'on monte et maintenant ça descend dans les gouffres. On ferait un petit clin d'œil à Nicolas Salzar, qui est un artisan de l'Indre, patron de Berry-Sellerie et qui fait des prouesses. Et puis, nous recevrons en deuxième heure Christophe Querero, auteur de L'école n'a pas dit son dernier mot. C'est le coup de gueule d'un recteur et nous verrons avec lui pendant une heure comment cette formidable institution qui a fait les gloires de la République, à quel point elle est malade. Et pourtant, cet ancien recteur, cet ex-recteur nous explique qu'on peut garder l'espoir pour que l'école de la République redevienne aujourd'hui, j'allais dire, le vivier d'une France triomphante et pleine d'espoir. Voilà pour le sommaire d'aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Vous êtes en train d'écouter Shir Shalom, qui est le chant pour la paix des Juifs et des Hébreux. Je vous fais écouter ce chant parce que nous venons d'apprendre, l'info est sortie, ça ne concerne pas directement la France, mais la symbolique est tellement forte pour moi. Les colons israéliens abattent des oliviers en Cisjordanie pour repousser les Palestiniens. Et là, les chiffres sont édifiants. 120 oliviers au village d'Abou Fala, 200 oliviers au village de Barbdallah, 300 autres à Saïr au nord de Hébron. La liste est interminable, les chiffres tombent tous les jours. On a abattu près d'1 million d'oliviers depuis 1967, depuis la guerre des 6 jours. Et en 2021, on a eu un chiffre précis, 8000 oliviers de la Terre Sainte abattus pendant l'année. Moi, ça me choque, parce que même des Juifs, et ce sont des colons avec la kippa, qui sont des représentants, j'allais dire, ils croient en la Torah. L'olivier est un symbole de paix, est un symbole de fraternité. Comment est-ce qu'on peut, quand on aime sa terre, à Eretz, comment est-ce qu'on peut abattre un olivier en disant eh bien, je casse la ressource de travail des Palestiniens et je mutile la terre, je massacre un symbole de paix, un symbole de religion, un symbole d'amour et de philosophie. Ça se passe en Judée-Samarie, qui est le nom que les Hébreux, que les Juifs donnent à la Cisjordanie. La Judée-Samarie, pour moi, c'est la terre sainte, c'est la terre du Christ. C'est une terre d'amour où on a professé cette religion généreuse, réunie dans les 3 religions du livre. L'olivier, c'est le symbole des 3 religions du livre. Et que l'on puisse prendre une tronçonneuse et mutiler cet arbre saint, cet arbre sacré. J'ai grandi en Provence, j'en ai connu dans les Alpes-Maritimes, il y en a dans les Bouches-du-Rhône, on fait de l'huile d'olive. Enfin, c'est une valeur qui nous parle. Et voir que des hommes aujourd'hui, qui au nom de la cause israélienne, peuvent massacrer des arbres sacrés, ça me choque. Je me pose tout simplement une question très simple. Un symbole de paix est tronçonné par des êtres humains. Sur quel arbre pourra se poser la colombe de la paix si l'on massacre les oliviers du jardin de Gethsémani? Sud Radio, 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Alors, nous sommes avec le sénateur Étienne Blanc, sénateur Les Républicains du Rhône, qui est dans ce studio. Merci, monsieur le sénateur, d'être là. Nous avons l'avocat Guylain Benessa, qui est en visio. Vous êtes en Alsace, en direct. Et nous allons essayer de comprendre, dans le gouvernement Lecornu 2,
Nous sommes dans le calcul arithmétique. Les motions de censure vont être déposées. On est dans un décompte siège par siège, parti par parti. On voit le camembert issu de l'élection législative de juillet 2024. On voit ce morcellement et on est en train de faire fragment par fragment le calcul de cette possibilité de motion de censure. Pour autant, l'enjeu reste entier. Le gouvernement, le cornu, a sauvé visiblement peut-être sa peau si la motion de censure n'est pas votée. Il sauve au passage la peau du président de la République. Je parle dans le mandat actuel. On voudrait décrypter avec vous ce qu'il peut en être. Je suis content de vous avoir, Étienne Blanc, parce qu'on a cherché hier à avoir des députés de l'Assemblée nationale, les Républicains. Voilà, on n'a pas pu les avoir. Je suppose qu'il y avait certainement une hésitation de leur part. Donc je suis content d'avoir un élu, un parlementaire républicain ici, dans ce studio. Et puis avec Guilain Benassa, on va essayer de voir, de décrypter les dessous de cette. C'est une intrigue, hein, c'est une véritable intrigue. Il s'avère qu'il y a 2 partis charnières aujourd'hui dans ce paysage parlementaire français, qui ne sont pas les partis majoritaires. C'est le Parti socialiste avec 69 sièges, qui est en train de prendre la main. Et il y a aussi le Parti républicain avec 50 élus à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le total des partis qui vont voter la motion de censure, qui se sont prononcés, atteint 265 sièges. Si 24 socialistes ou 24 républicains décident de voter la motion de censure, elle passe et le gouvernement tombe. Il semblerait qu'on ne se dirige pas vers cette option-là. Pourtant, vous, Étienne Blanc, est-ce que si vous étiez député, vous voteriez aujourd'hui la motion de censure? Bien sûr, c'est un peu plus facile pour un sénateur parce que le Sénat ne risque pas d'être dissous. Donc nous sommes beaucoup plus libres, c'est aussi un avantage. Mais bien sûr qu'il faut voter cette censure. Nous avons un budget qui est sous tutelle d'une pensée socialiste. Nous avons un budget qui ne remet pas en cause les causes de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est le social-étatisme si bien dépeint par David Lisnard qui nous a amenés dans cette situation. Moi, je voudrais citer un chiffre. 0,1% d'augmentation des taux d'intérêt permettent d'emprunter sur les marchés internationaux, c'est 3,5 milliards. Et la semaine dernière, les taux ont augmenté de 0,2, 7 milliards. C'est 4 fois l'IFI, même 5 fois l'IFI. Et c'est ça la situation. Et bien hier, on a pris la décision de reporter la réforme des retraites. Ça a une incidence de 400 millions sur 2026. Ça sera 10 milliards ou 14 milliards, je crois, sur 2027 et 2028. Ça veut dire que nous allons droit dans le mur. Ça veut dire qu'en 2030, nous serons à plus de 100 milliards d'intérêts pour servir la dette française. C'est ça le problème. Voilà. Et hier, les Républicains n'ont pas pris la mesure de cette situation. Ils ont fait une erreur. Pour autant, des experts vous expliquent que s'il y avait motion de censure, dissolution et revote, la facture, au final, serait plus lourde que celle du maintien du gouvernement Le Cornu. Eh bien, moi, je n'y crois pas. Je pense que la clarification politique, elle permettra de prendre des mesures avec une majorité. Qu'est-ce qui justifie que les Républicains, qui tenaient tellement à cette réforme des retraites, et grâce auquel elle a pu passer d'ailleurs en 2023, aujourd'hui sont frappés d'une forme de, certains d'entre eux en tout cas, d'une forme de frilosité? Est-ce que c'est pour préserver la stabilité institutionnelle ou est-ce qu'il y aurait d'autres enjeux derrière cette frilosité? Moi, je ne sais pas. Je ne veux pas porter de jugement sur mes collègues députés. Comme je dis, ils sont exposés au premier chef. Mais je pense qu'ils ont intérêt à aller dans une campagne électorale sur leurs convictions plutôt que de renoncer à leurs convictions pour repousser une campagne électorale. C'est ça le sujet. Aujourd'hui, la France, elle a besoin de prendre des mesures fortes. Nous sommes dans une situation qui est une situation extrêmement grave, j'ai dit sur la dette, mais on peut parler d'autres sujets, la situation internationale, la situation de sécurité intérieure, le problème du développement effréné d'un islamisme dangereux pour le pays. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir de cette situation. Voilà, il ne faut pas abandonner ses convictions. Moi, ce matin, j'étais sur les réseaux sociaux, j'étais avec les militants LR du département du Rhône, mais ils n'y comprennent plus rien. Voilà, et ils sont extrêmement sévères vis-à-vis des décisions qui viennent d'être prises pour conserver un gouvernement qui, à mon avis, ne changera pas fondamentalement les choses. Monsieur le sénateur, comment vous l'avez vécu, cette annonce de Laurent Wauquiez de ne surtout pas voter cette censure ?
Moi, je l'ai vécu à titre personnel très très mal, parce que c'est l'abandon de nos convictions profondes. On peut pas se battre pendant des années pour une réforme des retraites. Parce qu'attention, la réforme des retraites, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans l'avenir, on pourra plus toucher au système de répartition et réformer les retraites. Je vous demande d'imaginer, après l'adhésion qui a été prise hier, ce que sera une discussion sur la capitalisation. Je parlais de David Lisnard, il porte ce dossier. Mais ça sera impossible. C'est-à-dire, la gauche est contre, donc on ne pourra pas l'aborder. Et donc, les conséquences, elles sont immédiates. Elles sont, comme je disais, sur les taux d'intérêt, sur les équilibres budgétaires, mais elles seront aussi sur les réformes futures. Il est impossible de réformer. On ne peut pas accepter ça. Il faut trancher. Il faut que le peuple tranche. Guilain Benessa, bonjour, merci d'être là. Vous êtes avocat, auteur d'Hommage sur la tête aux éditions L'Artilleur. Est-ce que la frilosité des élus républicains pourrait provenir du fait qu'on sait que le Front républicain ne se reconstituera plus et que par conséquent sur les 50 élus LR aujourd'hui à l'Assemblée nationale, plus d'une moitié pourrait rester sur le carreau s'il y avait une dissolution, une nouvelle élection législative? Est-ce que vous pensez que ce calcul peut intervenir dans la frilosité du groupe? Oui, pour vous répondre clairement, sans discussion possible. C'est-à-dire que, à mon avis, il y a un calcul très simple qui a été fait, et ce calcul nous permet, il faut le comprendre sur une durée. Je m'explique. Si Macron avait démissionné il y a 1 an et demi, ou avait dissous il y a 1 an et demi, d'accord. Alors, je me permets simplement d'interrompre parce qu'on a un petit problème de son avec Guilain Benessa. Bon, le temps qu'on rétablisse le son avec Guilain Benessa, je reprends la conversation avec moi. Je vous repose la question, monsieur le sénateur. Est-ce qu'effectivement, vous n'avez pas à parler au nom de vos collègues députés? D'ailleurs, ce calcul que j'ai fait vaut aussi pour les élus socialistes. Ils savent aussi qu'une dissolution pourrait mettre en péril un certain nombre de sièges des 69 élus socialistes. Est-ce que le calcul électoral doit primer sur l'intérêt du pays? Pour moi, non. La situation française est dramatique. Le pays est au bord du gouffre. Voilà, ça c'est la réalité, c'est la réalité des chiffres. Et il faut le dire sans emphase, il faut le dire sans emportement, il faut parler sereinement. Nous sommes au bord du gouffre, nous sommes au bord du dépôt de bilan. Alors soit on change de système, et on remet en cause ce social-étatisme qui est en train de nous guider. Est-ce qu'on fait un pas en avant ou justement un pas en arrière? Est-ce qu'on a Guilain Benessa? Oui, je suis là. Bonjour Guilain Benessa. Je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'il y a un calcul électoraliste derrière le comportement des uns et des autres? Alors, il y a deux problèmes. C'est que je pense que l'usure du temps joue un rôle majeur. Je m'explique. Plus on attend, alors est-ce que la dissolution arrivera? On verra bien. Mais plus elle arrive tard, plus le RN tire les marrons du feu et plus les LR sont pris dans l'entonnoir. Et c'est très simple, parce qu'en fait le mécontentement est tel qu'il monte chaque jour un peu plus, ce qui veut dire qu'en même temps, on va dire, Macron gagne un peu de temps, je le dis trivialement, il gratte un peu de temps, comme il en gratte depuis 1 an et demi, mais plus il gratte du temps, plus il renforce le RN et moins le LR peut bouger, puisque par la force des choses, le RN attend. Les Français regardent, le mécontentement monte, et le jour où il y aura une dissolution, s'il y en a une d'ici 6 mois, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passera? Forcément, le RN sera renforcé et tous les autres seront plus ou moins perdants. Donc on joue à un jeu très simple, c'est qu'on gratte du temps tous ensemble et en même temps le système se défoule chaque jour un peu plus. Mais j'ai juste une remarque. Oui, si vous voulez bien. Par-delà les retraites, je prends juste une phrase qui hier m'est tombée dessus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que font les Républicains? Le Cornu a dit la suivante, il a dit « Le Parlement aura le dernier mot, c'est presque une révolution ». Ça veut dire que Le Cornu hier a expliqué quoi? A expliqué que la 5e République, elle est morte, que le président, il est cul nu sur la place publique en train d'attendre que tout se joue au Parlement. C'est une sorte de révolution, effectivement. On fait exactement le contraire de ce que la 5e République est théoriquement censée faire. Ce qui veut dire qu'en plus, Laurent Wauquiez hier, il n'a pas seulement adoubé les retraites, il a adoubé la corruption de la 5e République, qui a été créée par le général de Gaulle et dont les Républicains devraient être les gardiens. Il n'y a rien qui va, parce que ceux-là même qui malheureusement défendent leur petit siège sont en train de défendre la bâtardisation, si je puis dire, des institutions. Vous voulez dire que Emmanuel Macron est tellement génial qu'il est arrivé à flinguer une constitution qui avait été pensée justement pour être solide, pour être durable, pour assurer la stabilité avec des institutions qui étaient inébranlables quel que soit le résultat électoral. Et là, il est arrivé à démanteler le bunker au point qu'aujourd'hui, c'est pas seulement c'est pas seulement l'avenir gouvernemental qui est en cause, c'est les institutions, la 5e République. Aujourd'hui, elle est morte en tant qu'institution. Là, on est en train de flinguer à la fois la lettre et l'esprit de la Constitution. Et le problème, c'est que vu que personne vraiment ne sort du bois, ni les Républicains, ni les autres, c'est que ceux qui devraient être les gardiens du temple, notamment les Républicains, c'est quand même dans l'ADN même du parti, aujourd'hui sont entraînés vers la corruption du système qu'ils cautionnent en ne censurant pas le gouvernement. Donc j'ai envie de dire,
par-delà les calculs, et là je me permets juste, c'est pas un coup de griffe, j'aimerais être avec vous pour discuter avec le sénateur directement, mais ce qui est terrifiant, c'est que le sénateur vient de dire les convictions des Républicains devraient leur guider de censurer. Mais quelles sont-elles, ces convictions, puisqu'on n'a aucune idée de quelle est la conviction des uns et des autres lorsque les portefeuilles sont en jeu et lorsque l'esprit de la Constitution est trahi par ceux-là même qui devraient en être les héritiers. Sur le fond, c'est assez fou, et c'est Macron qui, encore une fois, est à la baguette de ce grand chambardement. Ce qui est clair, c'est quand on interroge les militants républicains, ceux de la base, ceux des fédérations, ils sont beaucoup plus radicaux et j'allais dire beaucoup plus belliqueux que le sommet du parti, que la direction du parti. Je pense que Bruno Retailleau et François-Xavier Bellamy seraient prêts à voter la censure et aller à la confrontation, mais le reste du groupe ne veut pas. Étienne Blanc, est-ce que ce n'est pas l'occasion justement pour les Républicains de s'asseoir autour de la table avec les autres sensibilités de la droite et d'envisager une alternative de droite républicaine, institutionnelle, face aujourd'hui à ce rapprochement du pseudo-centre socle commun qu'il n'est plus avec les socialistes? Est-ce que vous n'avez pas une réponse à apporter au peuple français? C'est la grande question. Aujourd'hui, vous avez plus de 80% des militants, des adhérents des Républicains qui demandent ça, qui demandent une grande alliance des droites. Et 52% hein, hier, on avait un sondage des Français et 88% des électeurs. Alors, il faut bien s'entendre. Est-ce que ça doit être une entente d'appareil ou est-ce que ça doit être une entente programmatique? L'entente d'appareil est extrêmement complexe, on le sait. En revanche, l'entente programmatique, elle peut être utile et elle peut être une issue. Et c'est pour ça que ce qui se passe actuellement est grave. Parce que rentrer dans une entente programmatique en ayant abandonné les principes fondamentaux, notamment l'équilibre budgétaire, mais il faut quand même rappeler ce qui s'est passé en 1958. La première des choses que fait Charles de Gaulle, c'est de remettre les comptes d'aplomb. En 57, on va chercher au FMI de quoi faire les fins de mois des fonctionnaires. En 58, on remet de l'ordre. En 62, on a remboursé notre dette au titre du plan Marshall et la France est à nouveau souveraine sur le plan financier. Mais c'est la même chose qu'il faut faire. C'est pas compliqué. Il y avait la planification et le gaullisme avait une vision de l'État et de l'organisation de la République. Et il y avait Rueff Armand. Et une stratégie. On aura l'occasion d'en reparler. On vous réinvitera parce que je pense que l'aventure va continuer et va être, à mon avis, assez épique. Ne nous quittez pas parce que nous allons parler bientôt des malheurs du bioéthanol, d'un médecin agressé pour lequel la justice a été un peu laxiste, et puis alors la Tour Eiffel qui était au sommet, maintenant elle est dans le gouffre. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Perico, vous avez une voiture? J'ai une voiture. Vous mettez de l'essence? Alors je mets de l'essence et j'ai de la D-Blue. Mais j'aurais aussi pu mettre du bioéthanol, par exemple, et la facture risque d'être salée à la fin du mois. Je vous laisse expliquer pourquoi. Alors, qui veut la peau du bioéthanol? Nous produisons du bioéthanol en France parce que nous avons de la betterave. Nous avons des champs de betterave en Brie et en Beauce. Enfin, c'est une véritable ressource agricole. Et pour autant, le bioéthanol pourrait passer de 0,71 € à 1,20 €, soit près de plus de 50% d'augmentation, réduction de la défiscalisation prévue dans la prochaine loi de finances, du budget Le Cornu. On s'étonne de cette sanction. On est aujourd'hui dans un monde qui est soucieux de l'environnement, le bilan carbone, l'énergie, et on taxe, on surtaxe, on pénalise une énergie, un carburant qui justement va dans le sens de ce que veulent les écologistes. C'est très étonnant. Quelle est l'origine de ce problème? Alors, on suppose effectivement que les écologistes sont frileux sur le bioéthanol parce que on sait que le Brésil, qui est un grand producteur de bioéthanol, des millions de mètres cubes, procède à une déforestation sauvage de l'Amazonie et que le bioéthanol est un symbole anti-écologique au niveau du Brésil. Mais on n'est pas au Brésil, on est en Brie, on est en Beauce, dans la campagne française, on produit de la betterave. Donc, on s'étonne que Bercy, au lieu d'encourager l'usage de ce carburant qui est propre, en tout cas qui limite les effets de pollution et la dégradation de l'environnement, on s'étonne que Bercy, dans cette loi de finances, parce que c'est forcément des gens de Bercy qui le suggèrent, passer de 0,71 à 1,20 €, ça fait quand même très mal. Alors, est-ce que on va pouvoir interpeller les autorités? Est-ce que à l'Assemblée nationale, puisque Sébastien Lecornu a dit que aujourd'hui la parole est aux députés, au Parlement, est-ce que les parlementaires vont pouvoir inverser cette tendance? On va discuter article par article. En tout cas, il faut essayer de sauver le bioéthanol. Et Perico, on peut même préciser que c'est comme ça qu'est né le mouvement des Gilets jaunes en 2018, avec l'augmentation des tarifs justement des biocarburants, de l'essence. Autrefois, les colères venaient quand on touchait au pain, au prix de la farine, et aujourd'hui, les colères populaires viennent quand on commence à toucher au carburant et aux moyens d'énergie.
tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Il y a de la joie. Avec 7 millions de visiteurs par an, dont 75% d'étrangers, la Tour Eiffel, Notre-Dame de Fer, est l'un des monuments les plus visités du monde. 4e monument français, voilà, je vais rappeler qu'il y a, à part Disneyland et Lourdes, vous avez le Louvre, le château de Versailles, voilà, et la Tour Eiffel qui est au cœur de Paris. Voilà, la Tour Eiffel est contrôlée par la mairie de Paris, la CTE, Société d'exploitation la Tour Eiffel. Eh bien, la Tour Eiffel arrive à être dans le rouge, malgré son succès, malgré les masses qui y vont tous les ans. Eh bien, la mairie de Paris s'est débrouillée pour avoir des comptes déficitaires à la Tour Eiffel. Elle cumule 149 millions de pertes de recettes pour 156 millions de surcoûts d'investissement. Mais comment on a pu en arriver là? Comment Madame Hidalgo a-t-elle pu plomber ce monument, j'allais dire international, qui est une source de richesse et qui aujourd'hui, eh bien, est dans le rouge? C'est quand même stupéfiant qu'on ait à disposition, j'allais dire, un monument aussi glorieux. On a des visiteurs, on a toutes les raisons d'espérer, on a toutes les raisons de gérer. Eh bien, on se débrouille pour avoir des pertes. L'argent du contribuable parisien va une fois de plus être considéré utilisé pour boucher des trous. C'est une situation lamentable. On se demande, il y a des gestionnaires, il y a des énarques, il y a quand même des contrôleurs de gestion, et comment on arrive à avoir autant de pertes, c'est tout simplement hallucinant. Alors ça fait partie des mystères de Paris, de Anne Hidalgo. Madame Hidalgo, eh bien, on va dire qu'elle a l'art de transformer de l'or en plomb. Eh bien, nous allons, ma chère Je vais Maud, m'indigner, Perico. Mais vous allez vous indigner parce que non, mais c'est vrai que ce que vous allez nous raconter est totalement choquant. L'histoire que vous allez nous parler d'un médecin qui a été agressé. Ouais, et ce qui me scandalise plus précisément, Perico, c'est l'audience qui va avoir lieu aujourd'hui au tribunal judiciaire de Bobigny. Un homme de 23 ans comparaît aujourd'hui en appel. Il est accusé d'avoir asséné un coup de tête à son médecin, le docteur Oulmeki, 64 ans au moment des faits. Une agression brutale qui avait complètement défiguré la victime, avec de lourdes séquelles, vous l'imaginez, triple fracture du nez, perte de l'odorat, évidemment, un sacré traumatisme. Mais même si c'est une deuxième audience, ça veut dire que la justice est passée une première fois. Oui, c'est ça qui est écœurant en fait. D'après vous, il a été condamné à quoi en première instance? Je sais pas, 5 ou 6 ans, voire du bagne à Cayenne. Ouais, à 3 semaines de travaux d'intérêt général, Perico, pour avoir tabassé son médecin dont le visage tuméfié avait fait le tour des réseaux sociaux. Donc vous avez bien entendu, pas de prison. Et le pire dans tout ça, c'est même pas la peine qui avait été prononcée, c'est l'attitude de l'agresseur pendant le procès. Je cite, il ne s'est pas excusé, il a passé son temps à rigoler pendant le procès. C'est ce que racontait le docteur Oulmeki juste après le premier jugement. La victime espère qu'aujourd'hui, la justice fera vraiment son travail, d'autant plus, Perico, que cette agression est loin d'être un cas isolé. Vous savez combien le Conseil de l'Ordre avait recensé d'agressions l'année dernière? Pas 5 ou 600. 1992 agressions de médecins en 2025. Ça veut dire que en 2024, pardon, ça veut dire que plus de 5 fois par jour en France, un médecin se fait agresser. Et en plus, ça continue à augmenter. Bref, à ce rythme, il y aura des travaux d'intérêt général tous les jours. Eh bien, j'espère que la justice va peut-être prendre conscience que ce genre de détails indignent les Français. Et on espère aussi. Et participe certainement à l'exaspération parfois électorale de nos concitoyens. Les résultats à la fin de la journée, on en reparlera. Bon, ne partez pas, on va vous parler d'un artisan merveilleux dans le Berry qui fait des sels. Sud Radio, la France dans tous ses états. Ne lâchons rien. En partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie, les réussites du quotidien. Bonjour Nicolas Salzar. Vous êtes à Poinçonnet, dans l'Ain, dans le Berry. J'adore ce département, hein, près du Reuilly et près du Crotone-Chavignol qui est dans le Cher. Vous êtes un territoire de patrimoine, un territoire de transmission et avec des très beaux paysages. Donc vous êtes à Poinçonnet. Je dis, alors vous êtes patron de Berry Sellerie. J'ai pensé que c'était des selles de cheval et non, vous faites entre autres des selles de moto. On est le deuxième fabricant français, celle de moto. Alors, celle de moto, ça veut dire c'est du cuir, c'est un travail à la main? Alors non, c'est du simili-cuir en fait. Bon, vous voyez pas, mais en fait, on travaille les gabarits, on dessine sur la selle de moto et on va l'expédier partout en France et à l'étranger. Vous formez vous-même vos salariés, si je comprends bien? On forme nous-mêmes nos salariés, on forme à peu près aussi 60 stagiaires par an. C'est un savoir-faire très particulier ou non? Oui.
Ça veut dire avoir les bonnes marques. Vous pouvez travailler le cuir. Là, vous dites que vous êtes dans du simili-cuir. Vous pouvez travailler le cuir aussi s'il faut. Ça, c'est pas. On travaille aussi bien le cuir, tout à fait. Mais on travaille pas que ça. Dans la sellerie, on travaille aussi la bâche. Quelle est la spécificité d'une selle de moto? C'est de la précision, c'est de la finesse, C'est du confort, en fait. Les gens, dans leur selle de moto, veulent du confort et de l'esthétique. Donc, on est capable de réaliser des selles de moto confort et esthétique. Ça veut dire que grâce à vous, ceux qui font de la moto posent leurs fesses sur de la selle française. On peut penser que ça fait partie aussi des produits importés. On peut poser son cul sur la moto, sur la selle française. C'est du français et on l'envoie aussi à l'étranger. On en a envoyé une il n'y a pas longtemps à San Francisco. On en envoie des selles un peu partout. Je vais peut-être passer commande, parce que j'ai une moto. Vous faites pour toutes les marques? Toutes les marques, tous les modèles, tous les types. Donc Honda, ça passe? Sans problème. Allez, c'est parti. Ouais, j'en ai même une là. Vous étiez enseignant à Issoudun. J'ai fait 2 ans enseignant. 2 enseignants à Issoudun. Qu'est-ce qui vous a piqué? Quelle mouche vous a piqué? Quelle mouche berrichonne vous a piqué pour que vous passiez à la fabrication de sel? C'est pas du tout la même activité. Non, en fait, dans la région, il y avait déjà 5 selliers. Et il manquait cruellement de main-d'œuvre. Donc j'ai postulé au lycée. J'ai été embauché. Et en fait, il y avait trop de référentiels. C'est trop dans les règles, trop dans les choses. Et quand on travaille dans l'artisanat, il n'y a pas vraiment de référentiel. Il faut y aller au client, quoi, et à la demande. Vous êtes de ceux des artisans français. Aujourd'hui, la situation est difficile. Je pense que vous devez aussi rencontrer quelques épreuves, quelques contraintes. Vous ne lâchez rien, c'est le thème de notre rendez-vous. En quoi vous ne lâchez rien? En tout. En tout. On est toujours dans la tête à chercher comment faire pour se développer, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, quels sont les axes où on s'est trompé. On fait beaucoup de vidéos. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous aident. On a fait des vidéos sur TikTok qui ont fait 2 millions de vues pour montrer notre savoir-faire, parce que les gens pensent qu'on fait que de la selle de moto. Et au final, on ne fait pas que de la selle de moto. On va faire de la sellerie de voiture, on va faire un peu de tapisserie, on va faire de la bâche. Donc, séparer des entreprises, on va faire les bâches pour les mobilhomes, on va faire tout ça, et c'est vraiment important de tout développer. Et on s'est trompé parce qu'on a voulu développer que de la sellerie moto, et en fait c'est une erreur qu'on a fait. Nicolas Salzar, quelle est la contrainte administrative ou normative qui vous exaspère le plus aujourd'hui? Vous bossez, vous avez des salariés, vous tournez bien. Les charges. On est 8 salariés, et en fait, là demain on est le 16, c'est le prélèvement des charges, le 24 c'est la TVA. Ça veut dire c'est que ça tout le temps. Ça veut dire que si on vous baissez vos charges de 20%, vous pourriez embaucher d'autres collaborateurs. Mais oui, on a beau essayer de recruter, c'est difficile de recruter en ce moment. On n'y arrive pas, personne ne se présente. Écoutez, on vous souhaite bon courage. Si je passe par là, je viendrai vous voir. Et puis voilà, vous savez qu'on peut acheter des selles maintenant dans le Berry à Nicolas Salzar. Vous restez avec nous parce que je vais recevoir Christophe Querero, un ancien recteur d'académie, qui va nous expliquer en quoi l'éducation nationale est en souffrance, mais en quoi l'école de la République peut garder l'espoir de redresser et de redonner de la joie de vivre en France et mettre du plomb dans la tête de nos élèves qui en manquent énormément. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas et Maud Koffler. On parlait de cette entreprise de Nicolas Salzar qui fonctionne du tonnerre de Dieu. Et puis il y a les commerçants qui ne sont pas bien, ceux qui animent vos rues, vos quartiers. Nous sommes avec l'ancien président de la Confédération des commerçants de France pour en parler. Bonjour Charles Melzer. Oui, bonjour. Charles Melzer, j'ai cru comprendre que vous aviez 39 ans. Et en fait, malheureusement dans le désordre. Voilà, donc si on inverse, ça fait 93 ans. Vous savez, je me rends jamais compte de mon âge. Je me rends compte de mon âge quand je vois, par exemple, à la télé ou à la radio, d'un gars qui est mort à 80 ans. Là, je réalise ce que j'ai. Je dis merde, il a pas de peau, lui, il part quand même un peu plus tôt que... C'est vrai que l'espérance de vie, maintenant 80 ans, c'est quand même jeune. Moi, de ma génération, quand vous en aviez 60, déjà vous en aviez pris un coup dans les moustaches, hein. Et maintenant, 80, on trouve que c'est pas vieux. Et j'avais un très bon ami qui s'appelle Jacques Puiset. Quand on lui demandait son âge, il dit j'ai 13 ans. Je lui dis tu as 13 ans? Oui, il me dit l'espérance de vie est entre 80, comme j'en ai 93. Eh bien, j'ai 13 ans de vie de plus. Chaque jour est une conquête de plus. Jusqu'à 80 ans, on perd un jour chaque fois qu'on se lève le matin. Et à partir de 80 ans, on gagne un jour. Voyez l'optimiste, voilà. Vous savez, dans les sondages médicaux, ils disent que de toute façon, un enfant qui est né aujourd'hui a des grandes chances de vivre centenaire. Le problème, c'est de savoir dans quel état. Alors, dans quel état, je veux dire, dans quelle époque
dans quelle époque on vit. Et dans quel état? Il ne s'agit pas de vivre centenaire. Si vous êtes grabataire et vous êtes cuit, c'est pas la peine. Alors 93 ans, moi j'aime bien avoir des observateurs qui ont un petit peu de, j'allais dire, de distance, qui ont du bagage pour pouvoir témoigner. Non, comme j'ai dit hier soir, appelez-moi maître s'il vous plaît. Alors je vais vous appeler grand maître si vous voulez. Alors la France dans tous ses états. Alors vous l'avez vu dans des états divers et variés. Vous l'avez connue grande, vous l'avez connue heureuse, vous l'avez connue glorieuse. Aujourd'hui elle est un petit peu abîmée. Quelle est votre première activité professionnelle? Est-ce que vous en souvenez? Il y a combien de temps et c'était quoi? C'était quoi? Bien, écoutez, un jour, j'ai été chercher un cousin qui travaillait dans une boutique d'habillement. Vous pouvez me donner l'année? Donnez-moi l'année. Voilà. En quelle année? En quelle année? En 1952, je crois. Il restait, je suis né de 50 ans, il me restait 7 ans avant de naître, vous voyez, donc. et donc, j'étais le chercher. Et voilà ce que ça a donné, vous voyez l'évocation. J'étais pas trop mal habillé, et il y avait plein de monde. Et il y a une dame qui est venue vers moi, pensant que j'étais le vendeur. Elle m'a dit, je voudrais voir cette chemise et tout ça. Et donc, j'ai dit, bon, bah, j'ai dit, quelle encolure? Alors, elle m'a dit 42, par exemple. Et après ça, j'ai dit, vous avez une cravate pour mettre avec? Elle me dit non, je choisis une cravate. Et il y avait donc la caissière qui était la patronne. Je ne savais pas que c'était la patronne. Elle appelle son mari, elle dit, mais t'as pris un nouveau vendeur, t'aurais dû me prévenir. Alors, et là-dessus, mon cousin, évidemment, que je venais chercher, il dit, non, mais c'est mon cousin. Et le gars, il dit, bon, vous restez là, qui me dit le patron, il me dit, samedi prochain, parce que je travaillais pas le samedi, vous voulez venir faire des extras? Ça m'avait plu, l'habillement. Vous voyez à quoi ça... Vous voyez, Charles Melser, qu'une confusion d'un client peut engendrer une vocation. Voilà. Non, mais c'est curieux, vous savez. C'est extraordinaire, mais c'est le destin, c'est la destinée. C'est ça. Alors, voilà, on va mettre un peu les pieds dans le plat. Parce que la situation fait qu'un observateur tel que vous a certainement des choses pertinentes, courageuses et parfois dérangeantes à déclarer. Vous êtes en plus un professionnel de l'habillement. On est d'accord que l'habillement, c'est-à-dire le textile, est certainement le secteur de l'industrie française qui a été le plus malmené, le plus abandonné. C'était une des gloires de la France en termes d'économie. Le textile et Filature du Nord, Boussac-Saint-Frère. Comment on a fait aujourd'hui pour arriver à éradiquer ce patrimoine fabuleux pour notre industrie, pour notre économie? Vous savez, quand vous donnez la direction d'un camion, parce que la France est un grand camion, vous leur donnez les clés de ce camion, et vous n'avez pas le permis de conduire, eh bien voilà ce que ça donne depuis 45 ans de reculade en reculade. On a reculé sur tout. Je vais répondre quand même directement à votre question, mais j'en sens une. Quand vous pensez, sur le plan sécurité, que une femme sur 20 veut bien sortir après 22 heures sans être accompagnée, 99% des femmes n'osent même pas sortir. Quand vous loupez tout, de A jusqu'à Z, eh bien le camion il est rentré dans le mur, là on est dans le mur. Mais heureusement qu'il y a des gens comme moi pour le redresser. Bien sûr. Alors il y a qui sont très modestes évidemment. Bien sûr. un autre patron comme vous, c'était presque votre exemple, il disait c'est comme si on donnait les clés, j'allais dire d'une Rolls ou d'une Ferrari à quelqu'un qui n'a conduit dans sa vie qu'une 4L ou qu'une Voilà, c'est un peu la dichotomie. Alors ma question était précise et là je veux que vous me répondiez précisément. Il y avait un secteur textile de l'habillement, du prêt-à-porter français. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé à ce point qu'aujourd'hui, quand on s'habille étranger? Alors je vais vous dire, je vais commencer par le commencement. Oui. Vous étiez pas né, et bon non plus. Encore moins né que moi. Il y avait des quotas. Oui. Quand les quotas ont sauté, la grande gueule que vous avez devant vous, tout de suite a dit, j'étais président de la Fédération nationale de l'habillement à l'époque. Oui. Après, je suis passé par au-dessus. J'ai dit tout de suite que c'est une véritable connerie et c'est redoutable. Non, mais il y a des accords, il y a l'Europe, il y a ceci, il y a ma grand-mère, il y a n'importe quoi. L'Europe devait nous sauver, la préférence communautaire c'était fait pour ça. Voilà. Eh ben, ils n'ont rien sauvé du tout. Vous avez des gens, ils en ont rien à faire. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que la France, elle, c'est le pays de la mode. Nous n'avons pratiquement plus de fabricants français. C'est ça qui est inexplicable. Et par contre, moi je voyage un tout petit peu. Les Italiens sont en train de nous faire des croupières terribles, parce que les Italiens ont gardé leur truc, c'est du Made in Italy. Absolument. Avec des ateliers. Les Espagnols, on a passé quelques jours en vacances. Oui. Les Espagnols maintenant, Made in Spain.
Made in Spain. Et j'ai parlé avec des Espagnols, il dit on a compris, parce que maintenant on a relocalisé pas mal de trucs, parce que nous on n'est pas couillons. Vous savez, hier soir j'étais dans une émission un peu concurrente à la vôtre. Tout à fait. Et je peux sur vous BFM dire TV, que... vous avez été excellent d'ailleurs, on vous a Merci regardé. beaucoup. Et je peux vous dire que maintenant il faut faire très très attention. Il faut maintenant, ils sont en train de charger à chaque fois que vous parlez d'impôts, que vous parlez de charges et tout, vous tuez complètement le système. Vous comprenez? Maintenant, il faut faire de la croissance. Et eux ne font que de la décroissance. Moi, de toute façon, vous avez entendu ce que j'ai dit hier soir. Oui, je vais y venir après. J'ai vos solutions, je vais vous les faire décrypter. Elles sont pas si folles que ça. Et j'ai posé la question à quelqu'un. J'ai dit, Charles Mercer a proposé ça et ça. Il m'a dit, ça c'est une piste à examiner parce que ça pourrait évidemment relancer la croissance. Je vous préviens que je prends 10% sur ce que vous dites. Alors on vous donnera 15 parce que si vous sauvez la France, je peux vous dire que ça méritera mieux que ça. Charles Mercer, vous êtes un industriel ou un gros artisan? Comment vous vous situez dans le paysage économique français? Un chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Ouais. Quand vous avez lancé vos premières affaires, je pense que vous en avez eu plusieurs, il y avait des contraintes déjà. Quel est le problème? Elles étaient moindres, je parle aux charges sociales par exemple, ou aux lois du travail. C'était acceptable ou c'était déjà contraignant? C'était déjà quand même plus acceptable parce que quand vous avez une fiche de paye, vous avez des fiches de paye comme tout le monde. Quand vous regardez là-haut... Il y avait quoi? Il y avait 5 lignes? Le chiffre, il est pas mal, oui. Et en bas, à quelque chose près, ça ressemblait beaucoup. L'écart était moins là. Que maintenant, vous regardez là-haut, c'est beau, mais quand vous regardez en bas ce qui va être viré sur votre compte, ça s'est écroulé. On se demande s'il y a un problème. On est le pays qui a le plus de redistribution du monde entier. Là, on est champion du monde. Alors maintenant, quand on réfléchit et qu'on n'est pas trop bête, parce que je vais être poli ici, eh bien, vous savez ce qu'on fait quand la barque est en train de couler, on écope. On vide pour ne pas couler parce qu'autrement on est au fond. Là, ils n'écopent pas, ils parlent simplement. Les grands spécialistes du commerce, les grands spécialistes qui ont fait des grandes études, qui sont à Bercy, ils ne connaissent que taxes, impôts, et on en rajoute, et on en rajoute, et on en rajoute. Ça, c'est pas de la croissance. Tout ce qu'ils disent, c'est de la décroissance. Moi, d'un seul coup, je veux faire mais vraiment de la croissance. La croissance. Voilà. Oui, alors une croissance, j'allais dire, cohérente et harmonieuse avec l'économie. Est-ce que vous considérez qu'on est allé chercher, qu'on a emprunté à l'étranger des richesses que nous n'avions plus chez nous pour financer le système social français? Mais écoutez, c'est tellement bête. Je vous dis exactement ce que j'ai dit hier soir. On ne devrait jamais emprunter à l'étranger. Vous savez, comme je suis à la retraite, je me suis occupé avec des copains, j'étais vice-président de la CGPME, et je leur ai dit, voilà ce que je pense. Ils m'ont dit, c'est génial. Voilà ce que j'ai pensé. Nous avons 3 000 milliards 200 millions de dettes. Oui. Et les gens, par crainte, d'autres par possibilité, ont mis de l'argent de côté, 6 000 milliards 400 millions, sans compter l'immobilier. C'est une des plus fortes du monde. Sans compter l'immobilier. Les françaises, le Madeleine français. Cet argent-là, nous on s'est renseigné, rapporte entre 2 et 2,5. Oui. Brut, quand il vous arrive dans la poche, c'est à peine 2. Moi je propose pour 3 ans, mon contrat est de 3 ans, c'est facile. Mon contrat est de 3 ans et voilà ce que je propose. À partir du 1er janvier 2026. 2026, hein, pas 2027, 2026. 2026. Moins 10%, moi je remets de l'essence dans le moteur. C'est-à-dire je vous mets de l'argent dans votre poche. Alors moins 10% sur quoi? Moins 10% sur l'impôt sur le revenu. Ah, vous baissez les impôts? Oui, monsieur. Ce que je vais vous dire aujourd'hui à Sud Radio, ça va coûter la peau des fesses, mais ça va c'est ce qu'on va vous dire. Ça vous va payez vous ça rapporter, comment? Alors ça va vous rapporter 3 fois ce que vous allez dépenser. Je continue. En ce qui concerne les entreprises, et ça c'est vraiment mon truc, moins 20% à partir du 1er janvier 2026, moins 20%. Vous faites un sur aspirateur. Les charges sociales, vous faites sur la fiche de paie dont vous parliez, oui, 20%. Moins 20% sur toutes les charges des entreprises. Vous faites un aspirateur de trafic que normalement, d'après les gars qui m'ont dit aussi bien de la CGPME et même de certains de copains que j'avais au MEDEF, le minimum c'est 2 millions d'emplois, voire plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens que je connais, j'engagerais bien
bien, quelqu'un à Sud Radio, mais là, maintenant, mes charges sont embourrées. Mais si ça décharge, peut-être je prendrai une personne de plus ici. Je vous dis n'importe quoi, vous comprenez? Pourquoi pas? Mais voilà ce qui se passe. On en est là, les gens, bon. Et en plus, ma proposition de moins 20% sur les entreprises, il va y avoir des entreprises de l'extérieur qui viennent s'installer ici parce que les charges sont moins chères que chez eux. Donc vous créez un aspirateur formidable. Ça va augmenter la compétitivité de la France. Si on le fait. Alors, moins 10 sur les impôts, moins 20 sur les charges sociales, ça fait une jolie somme quand même. Ça fait une très jolie somme et une très belle dépense. Alors, vous la financez. Ça, c'est la mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle en même temps arrive. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous avons 3 000 milliards de dettes. Et nous avons plus de 6 000 milliards d'argent de côté des gens mal placés. Dans le bas de l'aile, parce que je leur ai dit combien vous touchez en vérité. Il y en a qui disent à peu près 10%, il y en a moins. Moi, je fais un truc pour 3 ans. De 4% net d'impôts, pas obligatoire. Sur l'emprunt, un emprunt 4% net d'impôts. Un emprunt national couvert par l'État de 4% net d'impôts. De toute façon, emprunt Pinet des années 60, vous vous souvenez. Exactement. Je voulais pas vous en parler parce que ça fait un peu dinosaure, vous comprenez. Sauf que c'est une grande étape dans l'économie française, ça fait du bien. Alors donc, 4%, je me suis renseigné à des gens qui avaient un petit peu d'épargne, j'en avais beaucoup d'épargne, et j'en avais certains qui avaient énormément d'épargne. Ils me disent, je déplace l'argent tout de suite sur ton truc, parce que moi, 4% net d'impôt, je n'ai jamais vu. Pourquoi je dis 4%? On est en train d'acheter de l'argent à l'Arabie Saoudite, au Qatar, et je vous en passe, c'est des meilleurs. On va leur filer pratiquement 4%. Moi, je veux que ça soit mes Français qui le touchent. Moi, je suis cocorico. Et moi, si vous voulez me vexer, c'est quand vous me racontez, je suis obligé de vous déclasser. Je vous augmente vos intérêts, et je me fous de votre gueule en vous déclassant devant tout le monde. Charles Melzer, il nous reste malheureusement qu'une minute pour cet entretien. Je voudrais vous poser une question. Dans vos fonctions, vous avez toujours été de ceux qui montent au créneau. Est-ce que la corporation ne manque pas finalement de gens qui, je vais dire trivialement, ouvrent leur gueule, comme vous, Charles Melzer? Non, à part moi, j'en connais pas. Toujours humblement. À part moi, j'en connais pas, parce que je vous dis, c'est quand même malheureux. Bon, c'est ce que vous pensez peut-être le bon client pour une station. C'est pour ça que j'étais invité quand j'étais en librement. Mais vous savez, à votre âge, on peut dire ce qu'on veut, on n'a pas de preuves à donner, et donc on parle librement. Et ça, c'est un grand avantage. Et on m'a demandé hier, qu'est-ce que vous pensez pour démissionner qu'est-ce que j'ai répondu? Que c'était la plus belle connerie. Parce que si nous n'avons pas de gouvernement pendant au moins 3 mois, c'est une catastrophe. C'est des milliards qui partent. On va voir si monsieur Roland Lescure accepte de vous recevoir, et monsieur Sébastien Lecornu aussi, ça serait bien. Alors peut-être qu'ils vous ont écouté hier soir, on leur transmettra en tout cas le message. Charles Melzer, merci d'être venu. On va se retrouver bientôt parce que je pense que les sujets que vous soulevez seront encore d'actualité dans quelques temps. Il y a quelqu'un qui me connaît bien ici. Vous restez avec nous parce qu'on va discuter avec Christophe Querero de l'avenir de l'école. Pourquoi l'école de la République, malgré qu'elle soit mal en point, peut encore sauver ce pays du désarroi dans lequel il se trouve. À tout de suite. Le face-à-face. La France dans tous ses états. Christophe Querero, dans quel état ont-ils mis l'école de la République? Vous écrivez cet ouvrage intitulé L'école n'a pas dit son dernier mot, un coup de gueule d'un recteur qui refuse de baisser les bras. C'est un document, j'allais dire, non seulement pédagogique, mais qui dresse un tableau précis, non seulement de l'actualité, mais j'allais dire de toutes les arcanes qui expliquent les fonctionnements et les dysfonctionnements de l'éducation nationale, de l'école de la République. Vous êtes passé par tous les stades, vous avez eu toutes les expériences, depuis le proviseur jusqu'au recteur, en passant par les cabinets ministériels, Luc Châtel, vous avez été directeur de cabinet de Jean-Michel Blanquer, donc il n'y a pas observateur plus compétent que vous et plus indiqué. Je ne suppose que vous n'êtes pas le seul non plus, mais vous avez décrypté formidablement ce qui a fait que peut-être la plus glorieuse et prestigieuse institution de la République était l'école. En tout cas, celle à laquelle, et ça c'est incontestable, la France a dû sa grandeur, sa gloire, sa puissance, est aujourd'hui, comme d'autres trésors, comme la santé, comme les transports, aujourd'hui malade. Sauf que quand l'école est malade, c'est l'avenir du pays qui est en cause. Alors, on a tendance à dire que l'école va très mal. Les rapports, les études PISA nous signalent chaque année qu'on est en dégringolade. Et pourtant, vous osez dire, l'école n'a pas dit son dernier mot. Je voudrais bien savoir où est-ce que vous avez trouvé une source d'espoir. On va le décrypter ensuite parce qu'il y en a, mais là je vous provoque de près. Où est-ce que vous avez trouvé une source d'espoir pour dire que l'école n'a pas dit son dernier mot?
Bonjour Perico Légas et merci beaucoup de votre invitation. J'y suis très sensible. Bon, vous savez, quand on occupe des fonctions comme celle de recteur, on est très occupé. Et puis du jour au lendemain, puisque j'ai choisi de démissionner, on l'est beaucoup moins. Ça a le mérite de prendre un peu de recul. Et en fait, j'en avais assez d'entendre toujours des critiques destructives de l'école de la République. Il est vrai qu'il y a un certain nombre de mots, on y reviendra sans doute, que tout ne va pas bien, c'est loin qu'on se dire, mais il y a aussi un très grand nombre de ressorts. Le premier d'entre eux, c'est quand même le million, un peu plus d'1 million de fonctionnaires, dont 95% sont masterisés, sont des intellectuels, des professions intellectuelles. Le fameux mammouth. Alors, je ne sais pas si c'est un mammouth, mais c'est tout de même. Voilà. Pour avoir échangé avec un certain nombre de grands présidents d'entreprises, mais comment vous faites votre compte avec autant de gens diplômés pour avoir des résultats que vous avez? Bon, je pense que c'est vrai. Nous avons beaucoup de compétences. Ça, c'est un facteur d'espoir. Ça reste une grande puissance financière aussi, il y a encore beaucoup de marge. Et donc j'avais envie, non pas d'écrire un livre contre, mais un livre pour défendre l'école de la République et voir à quelles conditions on pouvait renouer avec le pacte séculaire entre l'école et la nation. Vous faites quand même l'inventaire des défauts et des failles. Vous d'ailleurs, vous les signalez, vous les décryptez. Vous dites, notre pays est en crise profonde, crise sociale, crise identitaire, crise institutionnelle. Son école n'en est pas protégée parce qu'elle joue plus que n'importe quel autre pays le rôle de creuset et de ciment de la République. Les fractures de la nation sont les siennes, multiples et profondes. L'école n'est jamais que le miroir de la société. Et donc, quand la société va mal, c'est normal, d'une certaine façon, que l'école aille mal également. Oui, enfin, je crois que je ne suis pas le seul à poser le diagnostic sur la question scolaire. L'OCDE le fait mieux que personne avec la documentation qui est la sienne. Et puis, on parle de polycrise. Alors, mon hypothèse, si vous voulez, c'est que nous vivons la fin des modèles. Nous vivons la fin des modèles. Vous parliez de la santé, vous parliez des transports, on peut parler de l'école également. Et depuis 30-40 ans, on ne fait qu'y répondre en posant des rustines sur les mots, et maintenant des pansements sur les rustines, et tout cela craque de partout. Parce que ce qu'il faut, c'est accepter que nous sommes dans un moment historique, comme il y en a en 1945, en 1958, et où il faut reposer les bases du modèle, parce que ce qui est vrai, c'est que la reproduction sociale aujourd'hui, elle n'a jamais été de cette nature, et que les inégalités scolaires, elles sont partout. Pour autant, je me souviens de mon instituteur, Jean Sarrazin, j'étais dans une école privée, c'était un instituteur profondément laïque. J'affirme que je lui dois ce que je suis, et que tous les jours encore aujourd'hui, je m'inspire de son enseignement, de son instruction plus que de son éducation, pour savoir comment faire face et comment gérer certaines situations, plus le plomb qu'il m'a mis dans la tête justement, et tout ce que j'ai gardé des enseignements qu'il a transmis. Je me lamente de ne pas trouver, ça va être le thème de notre échange, je me lamente aujourd'hui, j'ai des enfants, de ne pas trouver cette même perspicacité, cette même humanité, cette même compétence. On va rentrer dans le vif de votre ouvrage. On va pas pouvoir tout décrypter, hein. Il faudrait une journée entière, voire une semaine entière pour faire le point complet sur ce que votre constat et ensuite les solutions que vous suggérez. Une question, depuis quelques années, le débat sur l'école s'est concentré sur la ségrégation scolaire. Là, et pour vous, c'est vraiment un élément majeur. Vous le décryptez, vous le pointez, vous êtes sans tendresse avec les gens qui en sont responsables. Et donc cette ségrégation scolaire, la fuite dans le privé, qui signifie la fuite dans le privé des écoles, des élèves favorisés. Est-ce bien ainsi qu'il faut poser et prendre le problème par la ségrégation scolaire? Alors je l'ai pris ainsi d'abord quand j'étais recteur de Paris, parce que Paris, c'est la caricature, enfin en tout cas quand je suis arrivé, c'était la caricature de la ségrégation. Sorbonne, le site est important. Magnifique. Sorbonne qui a été rebâtie par Jules Ferry en voulant montrer précisément son intention visité de par tous les chefs d'État. On dit le Louvre, on dit Notre-Dame. Oui, j'en ai reçu un certain nombre. Voilà, c'est un musée, quoi. C'est un musée de l'école. Absolument. Musée du savoir. Oui. Enfin, c'est le savoir encore aujourd'hui en action, et c'est quelque chose de très puissant, même géographiquement implanté comme elle l'est. Mais aujourd'hui, je crains que
y ait un déficit d'égalité républicaine qui soit très puissant, et je l'ai constaté à Paris. Il y avait à mon arrivée des lycées de niveau, des collèges de niveau. Alors, le problème de tout cela, c'est que, en fait, c'est contraire à l'idée même de République. La République, c'est le brassage, par définition, des personnes entre eux. C'est le principe. Et, retenir chacun selon son mérite, et en se disant que chacun a un mérite, chacun a un talent, et qu'on doit le déceler, et que c'est le dessein de l'école. Vous faites allusion à la mixité sociale. Mixité sociale, mixité scolaire. Je crois que nous avons, de ce point de vue, beaucoup à apprendre d'autres pays qui savent mélanger les publics, aussi bien socialement que scolairement, mais alors, on parlait de la Sorbonne, il y a aussi un mal historique, c'est la hiérarchie des savoirs en France. La hiérarchie tout court. Hein. Vous savez, les Québécois nous appellent le pays du mépris. Ça, je pense que moi, je l'ai ressenti. Toi, c'est du dessous. Je suis rentré par effraction dans les élites de notre pays. L'anecdote est délicieuse d'ailleurs. Mais ça, c'est quelque chose de terrible. Et ça tient à des hiérarchies qui reviennent au Moyen-Âge. Hein, la hiérarchie entre les arts libéraux et les arts mécaniques, entre l'âme et le corps. Enfin, tout cela, c'est très puissant, ce qui fait que vous regardez toujours celui du dessous avec mépris, avec condescendance. Alors, c'est l'université qui regarde le lycée ou les professeurs de lycée avec ce regard un peu dédaigneux. C'est le professeur de lycée qui dit, professeur de collège, bon, il n'a pas fait son travail tout à fait bien. Et puis le professeur du collège, pareil pour le professeur des écoles élémentaires, et pareil pour l'école maternelle. Et tout est ainsi, si vous voulez, les grandes écoles, les universités, tout le monde se regarde comme cela, et cette espèce de mépris universel est le mal profond d'une société démocratique. Alors justement, que De Gaulle avait compris, lui. On est bien d'accord, et d'ailleurs ça a été pour lui, et les ministres de l'éducation du général de Gaulle étaient très pointus sur cet enjeu-là. Justement, dans les établissements difficiles, ce ne sont pas les bourgeois, mais les classes moyennes qui fuient vers le privé, ce qui est curieux. Cela ne prouve-t-il pas que le problème vient largement de l'école et de ses difficultés à promettre la réussite à ceux qui veulent travailler? Est-ce que c'est pas là que le bas blesse? La question, c'est la question du contrat entre les parents, les parents et l'école, et donc entre les citoyens et leur école. Et c'est celui-là qui n'est plus clair. Je pense que l'école, bien entendu, elle doit assurer à tous la sécurité, un climat scolaire serein, et elle doit assurer la même qualité d'enseignement. Bon, de ce point de vue-là, on a tout de même des professeurs de grande qualité, notamment dans le public. Et donc pourquoi on fuit? Je pense qu'il y a une question de réputation, de la fameuse fama, contre laquelle il faut lutter. Et nous, à Paris, on a réussi à changer l'étiquette, la réputation des établissements. Ça tient finalement à peu de choses. C'est ça aussi qui me donne de l'espoir. Je cite souvent le lycée Voltaire, mais il y en a d'autres, le lycée Bergson, qui sont devenus beaucoup plus attractifs parce que on a mis un peu de mixité, mais aussi un peu de moyens, un peu de formation, et tout cela a permis quand même de sortir de l'ornière des lycées qui n'avaient aucune raison d'être des lycées considérés comme de seconde zone par les Parisiens. Il y a eu des ministres qui ont été peut-être plus conscients de cet enjeu et qui ont courageusement agi en ce sens. Vous savez que c'est très compliqué aujourd'hui d'être un politique, hein. Oui. Donc je ne leur jetterai pas la pierre. C'est vrai que moi j'avais beaucoup échangé avec Pape Ndiaye, c'était pas forcément intuitif de prime abord, mais je concevais, enfin c'est un intellectuel, on avait pu échanger, il avait des intuitions intéressantes, j'avais trouvé. On va rester ensemble, on va parler, je dis à nos auditeurs de ne pas nous quitter, on va parler PISA et puis le bazar dans les salles de classe avec Christophe Querero, auteur de L'école n'a pas dit son dernier mot, chez Robert Laffont. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Et dans quel état ont-ils mis l'école? Nous sommes avec Christophe Querero qui écrit L'école n'a pas dit son dernier mot, et effectivement il nous le confirme, un coup de gueule. Christophe Querero, dans les enquêtes PISA, la France est dernière en matière de discipline dans les classes. Pour le dire simplement, c'est le bazar en classe et les professeurs ne sont pas respectés. Pourquoi cette autorité du professeur s'est-elle autant amenuisée, s'est-elle autant affaiblie?
C'est vrai qu'un élève sur 2 se plaint de chahut en cours, et sans compter les élèves qui se plaignent. Absolument. Et 10% qui sont harcelés, parce que la violence, elle est aussi dans les rapports entre les élèves eux-mêmes. Ceux qui travaillent bien notamment, malheur au premier. Ils se font souvent montrer du doigt. Il suffit d'un aspect physique, moi, chez moi, on le respectait, on le vénérait le premier. Un habit différent. Ça dit beaucoup de notre société, là encore. Alors, je crois, on parlait de fin de modèle, je pense qu'aujourd'hui, un professeur ne peut pas être tout seul face à sa classe comme autrefois. Il peut encore, dans un certain nombre de lycées extrêmement protégés, où les parents sont très présents, où il y a et encore là, il y a des difficultés, souvent des tentatives de suicide chez les élèves qui sont aussi inquiétantes. Non, le paradigme doit être complètement modifié, et je crois que les professeurs sont en souffrance précisément parce qu'ils sont dans une très grande solitude. Et donc c'est ça, à mon avis, le nœud le plus compliqué à faire sauter, parce que c'est très ancré dans la psyché du professeur, ce rapport au savoir. Il est au service du savoir, ce qui est très noble, mais aujourd'hui, il ne peut plus faire que ça. D'abord parce que il y a toutes sortes de médias qui vous donnent la connaissance en direct, et aussi parce que les élèves sont différents, approchent la culture différemment. Je pense qu'ils sont sensibles à la culture. J'étais encore dans une bibliothèque pour une signature l'autre fois. Les petits-enfants venaient, quel que soit leur niveau, étaient attirés par les livres. Moi, j'ai connu une époque où l'enseignant faisait corps avec sa classe, pas toujours, mais quelquefois. Et aujourd'hui, c'est vrai. Et donc, on peut dire même que on sait bien qu'il y a une polémique. Non, nous ne sommes pas des éducateurs, nous sommes des instructeurs. Et lorsque le ministère a été rebaptisé ministère de l'Éducation nationale par imitation de ce que Mussolini avait décidé en Italie, en remplacement de l'instruction publique, qui était la bonne formule, malgré tout, le prof, l'enseignant, il éduquait et il instruisait en même temps. Un professeur, selon moi, je l'ai été de nombreuses années, c'est quelqu'un qui sait raconter des histoires. Ah oui. Et le mal le plus profond de notre école, c'est que il y a une technicisation qui a fait perdre beaucoup de la puissance, la confiance en eux des professeurs de ce point de vue. Et que, en face, vous avez un public qui a lui aussi évolué, ce qui fait qu'il faut changer à la fois la formation des maîtres dans leur rapport aux classes, et qu'il faut il faut réinventer ce qu'on appelait le face-à-face pédagogique. Ça ne marche plus tel que on le voit aujourd'hui, et c'est partout. Il faut du tutorat, et puis il faut aussi diversifier les savoirs eux-mêmes. Je pense qu'on est encore beaucoup trop attaché en France au seul savoir académique. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas de français, d'histoire, de littérature, de mathématiques, mais ça ne peut pas être la seule chose. Il faut révéler tous les talents, et pour cela, il faut que très tôt, les enfants sont confrontés à d'autres types de savoirs, des savoirs plus concrets, pourquoi pas de la couture, de la cuisine, du travail du bois, du travail du fer, comme c'est le cas dans les pays scandinaves. Donc tout cela, si vous voulez, c'est une réinvention complète. Moi, j'étais au Japon, j'étais très frappé de voir que on formait ensemble les futurs ingénieurs, les futurs techniciens, les futurs ouvriers. Et l'un devait connaître la compétence de l'autre. Le technicien aidait d'ailleurs le futur ouvrier, et l'ingénieur devait aider les deux autres. Ainsi, ils savaient de quoi ils parlaient, et puis ils étaient en contact, pas seulement avec des savoirs théoriques, mais aussi avec des savoirs beaucoup plus concrets. Je pense que ça enrichit plutôt que ça n'affaiblit. Alors curieusement, on a l'impression que rien ne bouge, que l'école s'enfonce petit à petit, que les logiques sont les mêmes, les nominations des plus jeunes dans les banlieues difficiles, le fait que la France dépense plus que la moyenne de l'OCDE pour ses lycéens, parce qu'il y a pléthore d'options, mais qu'elle dépense beaucoup moins, paradoxalement, pour ses élèves de primaire, alors que c'est là que tout se joue. C'est le mal fondamental. Comment mettre un coup de pied dans la fourmilière, tenter des choses, imaginer des établissements autonomes où les équipes enseignantes se dynamisent et sont plus libres? Est-ce que c'est une option? Bien sûr. Alors je relisais là pour une autre conférence circulaire Rocard de 89 qui disait... Je rappelle qu'il avait dit: nous nous en sortirons quand le Premier ministre sera ministre de l'Éducation nationale en même temps, parce que l'enjeu est majeur.
En 91, il dit ça au moment de partir. Il dit aussi pas d'autonomie sans responsabilité, pas de responsabilité sans évaluation, pas d'évaluation sans conséquence. Donc tout cela, il faut l'avoir en tête si on veut véritablement modifier les choses dans un pays très jacobin, très centralisé comme le nôtre, qui a de ses bons côtés, mais qui doit évoluer aussi. Donc bien sûr, donner du pouvoir, j'aimais beaucoup la formule de Jean-Michel Blanquer, mon pouvoir c'est de vous donner du pouvoir. Voilà. Ah ça c'est très important, il faut donner du pouvoir à tous les acteurs. C'est essentiel, ne pas confisquer le pouvoir, mais au contraire le faire ruisseler, et c'est ainsi qu'il devient de plus en plus puissant et qu'il permet de transformer les choses. Donc il faut bien entendu redonner confiance aux acteurs. Alors pourquoi pas des expérimentations en attendant le grand soir de l'école. Moi j'avais essayé de faire quelque chose avec des établissements, des écoles maternelles, et ça avait donné des résultats, notamment une petite anecdote. Vous voyez, on se plaignait beaucoup du bruit des enfants lors du réfectoire. On a complètement, les équipes ont réinventé les choses avec les équipes de la ville, hein, et les dames de service sont devenues non pas des dames qui servaient les enfants, mais des éducatrices qui montraient aux enfants comment se servir et servir les autres. On travaille ainsi la motricité fine, et on avait réduit de 40% le niveau sonore. C'est des choses toutes bêtes, toutes simples, mais qui permettent aussi de dépasser ces fameuses hiérarchies de mépris dont la France a le secret, qui permettent de remettre chacun à égalité, à égale dignité d'éducation, parce que malgré tout ce que l'on veut, c'est d'éducation au sens fort dont il s'agit, si on veut une société apaisée, civilisée. Pour autant, Christophe Quérero, la crise des vocations atteint des proportions terrifiantes. La crise des vocations est seulement parce que les enseignants sont encore tragiquement sous-payés, ou n'est-ce pas aussi une question de sens du métier, du respect de la société vis-à-vis de l'école? Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier justement à cette crise des vocations? D'abord, la première chose, c'est qu'on ne se donne pas les moyens en termes de formation, ni pour la formation initiale, ni pour la formation continue. La force de cette école que tous les Français regrettent, qui était l'école du peuple de Jules Ferry, qui n'a jamais touché les classes bourgeoises, qui elles avaient leur lycée payant jusqu'en 1932, justement, date de la création du ministère de l'Éducation nationale. L'école, la force de l'école de Ferdinand Buisson, c'était des méthodes concrètes. La règle de 3, les problèmes, la méthode syllabique, les automatismes. Cela, on l'a perdu peu à peu, avec l'abandon des écoles normales, mais plus profondément avec cette espèce de fascination pour l'université, ce structuralisme qui a ruisselé sur l'école et qui a fait perdre le bon sens de l'instituteur, la leçon de choses, l'affaire concrète. Et c'est comme ça qu'on a perdu les enfants du peuple. Et je crois que fondamentalement, il faut revenir à des méthodes qui fonctionnent. Alors je ne dis pas qu'il faut revenir à la méthode du 19e siècle. Non, je pense on est capable de créer une école du 21e siècle, assise sur les sciences cognitives. Tradition et modernité, ça devrait être notre credo d'une certaine façon. C'était aussi l'enseignement des valeurs. On transmettait aussi, c'était l'école de la République, y compris pour les valeurs républicaines. Oui. Mohamed Merah, les frères Kouachi, Amédi Koulibaly et les autres avaient passé 12 ou 13 ans sur les bancs de l'école de la République. Peut-on imaginer un pire échec? Comment l'école de la République n'a pas empêché que ces enfants deviennent ce qu'ils sont devenus? Bien sûr, on doit faire d'ailleurs notre mea culpa, enfin nous qui avons occupé des fonctions importantes dans cette maison depuis des décennies. Ça nous a beaucoup interrogé, ces questions. Une raison plus précise qu'une autre peut-être, ou une faille plus précise qu'une autre? Je pense qu'on a collectivement abandonné un certain nombre de valeurs autour de l'exemplarité. Vous savez comme moi, comme il est difficile de dire non aujourd'hui à un enfant, de lui retirer sa tablette le soir, quel que soit le milieu social. Et là encore, c'est peut-être parce que cet individualisme de la société occidentale fait qu'on est un peu démuni face à des petits enfants qui sont un peu des petits rois, alors qu'il faudrait être plus collectif, comme nous l'a enseigné Hannah Arendt sur qu'est-ce que c'est que l'éducation? C'est quand tous les adultes s'occupent des enfants. Et c'est vers ça qu'il faut retendre, je crois, dans un grand contrat renégocié entre le peuple français et son école.
On est avec avec Christophe Querero, on va parler parce qu'on va parler de Jean-Michel Blanquer. Vous restez avec nous parce que justement on va voir comment Christophe Querero, auprès de deux ministres, Xavier Darcos et Jean-Michel Blanquer, a peut-être réussi à faire un peu bouger les choses, bouger les lignes, et pourquoi malgré tout, ça s'est fini de façon plus douloureuse pour vous, mais voilà, on va garder le suspense pour le prochain épisode. À tout de suite. Perico Légas, Maud Koffler. Nous sommes avec Christophe Querero, auteur de L'école n'a pas dit son dernier mot chez Robert Laffont. Christophe Querero, vous dites à être sans cesse gouverné par la crainte, ici de perdre le caractère national de l'examen, nous créons des usines à gaz qui complexifient le quotidien des établissements. Pour un enjeu dérisoire, la quasi-totalité des élèves qui passent le baccalauréat général l'obtiennent en 1, sinon en 2 ans. Ça, c'est un signe de faiblesse ou non? Bien sûr, on peut se demander légitimement à quoi sert encore le baccalauréat. Et de façon générale, cette course en avant au diplôme qui ne satisfait personne. Moi, je propose de façon assez logique, désormais, nous avons essayé avec Jean-Michel Blanquer de redonner du poids au baccalauréat, notamment avec les enseignements de spécialité qui comptaient pour Parcoursup. Aujourd'hui, un élève de terminale, il sait où il va aller avant de passer le baccalauréat, qui n'est qu'une formalité. On sait déjà où il va aller. Oui, donc à quoi bon continuer de passer ce baccalauréat qui mobilise plusieurs semaines pendant lesquelles il n'y a pas cours? Je pense qu'on peut réfléchir à une certification qui serait beaucoup plus économe en moyens et qui permettrait aux élèves d'aller plus longtemps en cours. C'est la seule véritable façon de reconquérir le mois de juin. Et puis, c'est pas vraiment d'une grande utilité, puisque aujourd'hui il y a une plateforme et il y a des choix qui sont opérés bien en amont. Vous expliquez pourtant que l'essentiel se joue au moment de l'école primaire. C'est à la genèse du processus. Vous dites que Xavier Darcos avait instauré des nouveaux programmes dans le primaire. Simple et clair. Et finalement torpillé par les syndicats. On va en parler à l'arrivée de Vincent Payon à l'Éducation nationale. En 2012, ça a été un gâchis, ça, de torpiller les avancées que Xavier Darcos avait obtenues sur le primaire. De façon générale, le politique s'intéresse peu à l'école et en particulier à l'école primaire. Vous étiez conseiller sous Darcos, vous n'êtes pas... J'étais conseiller sous Luc Châtel. Sous Luc Châtel, voilà. Mais j'étais inspecteur d'académie adjoint sous Xavier Darcos, qui est un très fin connaisseur de la maison, s'il en est. On a eu de grands espoirs quand il est arrivé. Et les programmes étaient aussi source d'espoir. Il y a eu une résistance, mais je crois qu'on recentrait les choses sur l'essentiel, sur les savoirs fondamentaux. Et depuis lors, malgré tout, on est resté quand même sur cette ligne. Je pense que c'est bien. Et depuis cette époque, malgré tout, tout le monde a pris conscience qu'il faut remettre des moyens sur le premier degré. Tout le monde dit que c'est la mère des batailles, même si on dépense encore 10% de moins que nos voisins. On a quand même réduit un peu. Il y a 2 élèves en moyenne par classe en moins depuis une petite dizaine d'années de mémoire. Donc ça va dans le bon sens. Il faut aller encore plus loin. Et moi, je le dis très nettement, ça doit se faire aux dépens du lycée qui, lui, pour lequel on dépense 30% de plus que nos voisins. Alors vous dites que vous considérez que Luc Châtel, qui n'est pas du Sérail, est peut-être celui, justement, parce que c'est peut-être un entrepreneur, et peut-être celui qui a le plus, entre guillemets, bousculé le mammouth, comme disait Claude Allègre. Voilà, il est allé le plus loin dans la réforme courageuse. Fin du modèle, ça veut dire révolution. Moi, j'en vois 2. Une révolution pédagogique, on pourrait y revenir, mais on a déjà parlé de la formation et des savoirs fondamentaux et de la diversification des autres savoirs, mais aussi une révolution des ressources humaines. Et Luc Châtel, faut pas oublier, il a été DRH, et donc il a tout de suite vu que c'était aberrant. Alors j'entends parfois que nous sommes suradministrés. Je crois que de mémoire, il y a moins de 80 000 agents gestionnaires des carrières et des fonctions support à l'éducation nationale pour 1 200 000. C'est pas énorme. Il nous manque précisément des corps intermédiaires. Il nous manque de la RH.
Et lui avait essayé, notamment avec un projet que je portais à son cabinet, c'est le projet Éclair, de donner de l'autonomie aux écoles, aux collèges et aux lycées. C'est-à-dire que les équipes étaient recrutées par les chefs d'établissement et elles avaient des marges d'autonomie très importantes. Là aussi, alors c'est le défaut français, comme on n'arrive pas à avoir un consensus sur l'école entre les partis politiques, une majorité chassant l'autre revient sur ce qui avait été construit sans évaluation. Parce que là aussi, moi ce que j'ai fait à Paris, j'ai retenu les leçons, j'ai mis tout de suite des universitaires de l'IPP pour évaluer les choses. Parce que quand aujourd'hui un politique, un haut fonctionnaire dit quelque chose à votre antenne, il n'est pas cru. Il faut qu'il y ait une preuve scientifique, et donc je pense que c'est un progrès qu'on doit noter. On va parler de cette expérience magistrale que vous avez eue au rectorat de Paris. Nous avons une auditrice, Sarah, qui nous appelle de Bellegarde. Bonjour Sarah. Bonjour tout le monde, bonjour l'équipe, bonjour monsieur le recteur. Bonjour madame. Vous avez été à l'école, vous avez été enseignante, Sarah ? Écoutez, j'ai 60 ans, je suis encore en fonction, j'ai été professeur d'université, j'ai été en lycée, et mon choix c'est d'être en collège. Et j'adore le collège parce que je pense que c'est là où tout se joue. Et je suis absolument ébahie de ce que j'entends. D'une part, les bonnes intentions réelles de monsieur Querero, mais que le terrain n'a rien à voir. Et j'ai 60 ans, je sais de quoi je parle, avec 30 ans dans tous les niveaux. C'est absolument pas du tout ce qu'il dit. Mais pas du tout. C'est-à-dire que déjà, le savoir est complètement... Là, on a eu pas mal de... Il a beaucoup parlé des parents, de plein de choses, mais il y a une chose dont on ne parle plus du tout, c'est de ce que c'est un enfant à l'école. Donc PISA, c'est une chose. Moi, j'ai des élèves en 5e, ils ne savent pas conjuguer un verbe à l'imparfait, et les 4e sont incapables d'écrire 10 lignes ponctuées correctement au présent de l'indicatif. Donc il y a un moment, si vous voulez, des grands discours, c'est bien gentil, mais le résultat des courses, c'est une école totalement catastrophique. Alors l'intelligence des acteurs de terrain, ça ne marche pas, parce que quand vous avez des chefs d'établissement qui sont pas formés ou qui n'ont jamais été enseignants, c'est catastrophique. Les enseignants ne sont pas du tout écoutés. Les réformes, les unes après les autres, ont démoli les savoirs au lieu de les promouvoir, ce qui fait que le savoir n'existe plus. On perd notre temps en mesures cosmétiques sur les portables, mais il n'y a plus rien qui est fait sur l'enseignement. Les programmes sont refaits tous les 2 jours. Là, on vient d'avoir une formation absolument aberrante. On a changé 3 virgules dans les programmes et on nous prend une demi-heure, 3 heures pour remplacer le terme de séquence par le terme de projet d'apprentissage. Alors, on ne fait de mal qu'aux mouches. Et c'est comme ça depuis 30 ans. Et nous, on est témoins, malheureusement, à notre petit niveau, de cet effondrement. On est complètement lâché. Le pas de vague, c'est pas vrai. Moi, j'ai eu des tas de problèmes et à tout le moment, on m'a lâché avec un bel ensemble du rectorat, de mon chef d'établissement jusqu'au recteur lui-même, à qui j'ai fait appel à de nombreuses fois. J'ai jamais eu la moindre réponse. C'est-à-dire, il faut bien voir comment on vit. Moi, j'ai été brutalisée, j'ai été frappée, j'ai été sortie de ma voiture avec un couteau sous la gorge. Ça n'émeut absolument personne. Et je suis un bon enseignant prisonnier par mes élèves. Alors imaginez s'il c'était le contraire. Il faut bien voir dans quelle situation actuelle on est. Alors maintenant, il est urgent de remettre des heures de cours, de mettre des programmes lisibles, parce que quand vous parlez des programmes, monsieur le recteur, on a des programmes de 147 pages. Oui, c'est très bien. Vous voyez, non mais je veux dire, quand je vous entends parler, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose. Sarah, j'ai lu le livre de Christophe Querero. Je ne crois pas que vous soyez si en divergence que ça avec lui. Il ne dit pas que ce que vous dites. D'abord, c'est pas lui qui l'a instauré. Christophe Querero, vous répondez. Je prends bien sûr ma part de responsabilité. J'ai quand même été d'une certaine façon aux affaires. Non, je le dis. Je vous entends, madame. Je connais quand même assez bien les professeurs et je sais les difficultés qui sont les vôtres. D'ailleurs, dans le livre, je parle du sentiment de se vivre comme les fantassins de 1916. Je pense que les professeurs sont seuls face à tous les maux de la société. On leur demande de tout régler et ce n'est pas possible. Vous parlez de beaucoup de choses. Alors moi, en toute petite divergence, je pense que la mère des batailles, c'est avant le collège. Parce qu'au collège, il est déjà très tard pour avancer. Ensuite, les programmes, mais bien sûr, les programmes, en fait, ils sont écrits. Peut être récupérés au collège. Oui, non, mais évidemment, voilà. heureusement que rien n'est perdu pour un enfant et pour un adolescent. Mais c'est beaucoup plus difficile. Enfin, les économistes disent que le plus facile, c'est d'investir
dans les 1000 et 2000 premiers jours. C'est ça qui est le plus rentable pour une société et qui permet d'avoir les meilleurs résultats. Ensuite, il faut mettre plus d'argent pour avoir les mêmes résultats. Donc ça, c'est les choix français. C'est très difficile de changer les choses. Hein. Vous l'imaginez, madame. Mais les programmes au lycée, au collège, moi je considère qu'ils sont d'abord écrits pour faire plaisir aux académiciens. Ah. Moi, c'est ça que je crois. On n'oublie pas le moindre personnage, plein de choses, et donc on en arrive à des programmes très lourds, et finalement, les professeurs, notamment en histoire, nous disent on n'y arrive pas, ou alors on fait à toute vitesse, on en perd les 3/4, et ensuite, le résultat, c'est que la direction générale de l'enseignement scolaire réunit l'inspection générale et coupe des morceaux du programme parce qu'ils n'y arrivent pas. Bon, tout ça, il faut le revoir, il faut être raisonnable, c'est-à-dire que on ne peut pas tout voir, il y a l'essentiel, et ensuite on n'est pas obligé d'avoir, parce que véritablement, moi je regardais sur ma belle-fille là, les cours de GGSP, là, histoire, géographie, sciences politiques, c'est quand même à peu près du niveau de l'agrégation ce qui est demandé à des élèves. Ah, évidemment, c'est pas ce qu'ils vous donnent, et donc il y a un décalage énorme. On va vous demander des choses tout à fait déraisonnables en collège sur des exercices et des programmes à des élèves qui effectivement ne savent pas lire couramment ou écrire couramment. Donc il y a un moment, il faut se poser et il faut dire qu'est-ce qui est important. Moi, je redonnerais l'autonomie au terrain précisément là-dessus. J'affranchirais d'un certain nombre de programmes. Est-ce qu'il y a un moment, c'est progressif ou ça a été une rupture? Bien entendu. Enfin, vous connaissez l'histoire. L'histoire, Rome ne chute pas en un jour. C'est un long processus, très très long, de plusieurs décennies. Une quarantaine d'années, sans aucun doute, avec des responsabilités très partagées. C'est comme la dette. Enfin, il faut pas. Et on aime bien les boucs émissaires en France, hein, mais ça c'est trop facile. Je veux dire, on est co-responsable, on est responsable, on vote, on fait des choix, on a des missions. Alors, je pense qu'à un moment, il faut se poser et il faut que les acteurs de terrain soient vraiment écoutés. Mais aussi, il faut qu'ils acceptent d'être évalués, parce qu'on peut se tromper avec la meilleure volonté du monde. Mais pour cela, il faudrait sortir de la défiance généralisée. Tout le monde il y a des organismes pour ça dans l'éducation nationale qui sont là pour mesurer, pour moi, quantifier. Je suis dans ce modeste petit conseil d'évaluation de l'école qu'on a créé avec Jean-Michel Blanquer dans la loi de 2019, mais qui n'a pas les moyens de sa politique, si vous voulez. Et puis, tout le monde a peur. La peur est partout. Donc un professeur, il a peur d'être jugé, évalué. Tout le monde a peur. Alors, tout le monde juge, tout le monde évalue. Mais non, bien sûr. Mais il y a un moment, il faut quand même se libérer des peurs. C'était, je crois, un des programmes à l'issue de la guerre. Il faut se libérer des peurs. Il faut retrouver de la confiance. C'est compliqué, hein, parce que tout le monde se défie. Je sais très bien que ce que je dis là, ça va pas, on va pas me croire. Mais il me semble que c'est vers cela qu'il faut aller, c'est-à-dire demander aux acteurs de dire qu'est-ce qu'on peut faire, quelle est la réalité, et jusqu'où vous pouvez aller avec ces élèves-là, en se disant que l'enjeu principal, c'est d'apprendre à des esprits à se construire et à penser en autonomie. Je crois que c'est cela dont on a besoin. Et pour cela, il faut maîtriser la langue française, à l'écrit et à l'oral, hein, les deux valences, et ensuite on reconstruit les choses. Mais on n'essaye pas, vous voyez, un professeur, il est dans une injonction paradoxale terrible. Il a des programmes d'une très grande ambition, hein, je vous invite à les lire, hein, chers auditeurs, et il est avec des enfants parfois qui ne savent à peine lire. C'est pas possible. Il faut reprendre à la base, et ensuite il faut que les acteurs locaux, excusez-moi, je suis un peu long, mais c'est un sujet passionnant, acceptent d'être évalués, mais pas contrôlés, évalués. On poursuit cet échange. Alors il y a Xavier qui nous appelle de Bordeaux. On le prend juste après une pause et on lui prend sa question. Sud Radio, midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Christophe Querero, auteur de L'école n'a pas dit son dernier mot chez Robert Laffont. Et là, nous recevons Xavier qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Xavier. Bonjour Perico, bonjour Sud Radio. On vous écoute Xavier. Écoutez, très intéressant cette interview. Moi, je commencerai avant de poser une question par dire que le poisson pourrit d'abord toujours par la tête. Et c'est vrai que là, c'est une réflexion qui intervient souvent dans nos échanges sur cette radio, mon cher Xavier. C'est exact. Et au sujet justement des élèves, avant de critiquer les élèves et le niveau exécrable de nos
nos chers élèves, parce que je suis aussi enseignant en BTS. Voilà. Je voudrais quand même rappeler que, avant de dire qu'ils ne savent ni lire ni compter, il faudrait quand même regarder l'état du pays et qui dirige le pays depuis 50 ans et qui nous a mis en faillite. Ce sont des gens qui se prétendent être l'élite républicaine, qui ne savent pas compter et qui aujourd'hui nous proposent un budget de l'État où on va consacrer plus d'argent à payer des intérêts de la dette qu'à financer l'école de la République. Donc ça, je pense que fallait le dire en introduction pour montrer à quel point il y a un paradoxe entre ces gens qui se disent... C'est le thème du livre, c'est quasiment le thème du livre, mon cher Xavier. Voilà. Et alors moi, je suis assez optimiste, même si la situation est dramatique. Moi, je suis confronté au quotidien. Au niveau des élèves. Et je récupère des élèves qui viennent d'avoir le bac, qui pour une grande majorité ne savent pas écrire. Vous êtes sur Bordeaux ou non? Vous êtes en ville? Oui, je travaille dans plusieurs écoles et j'ai une diversité d'élèves en face de moi. Je peux vous dire que c'est grave. Moi, je m'inquiète et je suis pas d'accord avec Christophe Ferrero sur le fait de supprimer le bac, parce que je pense que, au contraire, le bac c'est un grand moment d'émancipation personnelle quand on arrive à passer une étape dans sa vie parce qu'on a travaillé, parce qu'on a fourni des efforts, parce qu'on a été exigeant avec soi-même. Eh bien, on gagne quelque chose et c'est un moyen de s'émanciper individuellement. Et je pense que le bac aujourd'hui, et c'est là j'en viens à ma question, est-ce qu'il n'a pas honte un petit peu, monsieur Christophe Ferrero, même si je vais le rejoindre sur le côté positif de la chose, mais est-ce qu'il n'a pas un peu honte d'avoir œuvré à cette situation-là où on voit aujourd'hui qu'on donne le bac à des gens qui ne savent même pas lire? Et je voudrais juste terminer en disant encore quelque chose de positif. Moi, je pense que oui, l'école va se relever, parce que vous voyez, aujourd'hui, on a des outils qui sont à notre disposition maintenant en tant que prof, et c'est génial parce qu'on peut aider nos élèves, on peut rendre l'enseignement beaucoup plus ludique grâce à l'intelligence artificielle. Moi aujourd'hui j'ai des cours en PDF qui sont imbitables pour la plupart des élèves et qui, si je les transforme en vidéo et en audio, ils deviennent beaucoup plus accessibles et les élèves ils prennent goût. Et je pense que oui, on va y arriver, mais ça va être difficile et il faudrait que l'élite tout en haut, elle se remette un peu en question. Xavier Christophe Ferrero va vous répondre. Enfin, vous êtes quand même dur avec lui. Il a le courage. Il ne se dédouane pas. Il a été dans les hautes instances. Il a le courage de dire dans un livre tout ce que vous signalez, tous les dysfonctionnements, et il prend sa part de responsabilité. Donc voilà, on peut le remercier d'avoir eu le courage de dire ça. Christophe Ferrero, répondez à Xavier. Non, bien sûr. Non, mais je prends ma part de responsabilité. Je pense qu'on n'échappera pas les uns et les autres à une forme de mea culpa. Voilà, en revenant, on fait tous des erreurs. Ensuite, je crois que j'ai participé à des actions qui permettaient d'inverser la pyramide de l'investissement dans le premier degré, parce que je pense que c'est là qu'il faut d'abord agir. Hein. Et si on veut qu'un jour les élèves en BTS et à l'université aient vraiment le niveau requis dans les humanités, il faut réinvestir massivement dans le premier degré. On a commencé, c'est long, et je pense que de ce point de vue-là, ça va dans le bon sens. Alors sur la question du baccalauréat, bon, je sais que c'est un grand totem français. Hein, je battrai pas là-dessus. Moi, je crois simplement. Tout reprendre à zéro. Mais en même temps, si vous voulez, il fait partie aussi de l'équation de cette école du tri et de cette hiérarchie qui n'en finit pas de faire que on gâche énormément de talent. Alors c'est évidemment très différent d'un endroit à l'autre, d'une famille à l'autre, mais la pression qu'il y a avec les notes dans notre pays n'est pas raisonnable. Moi, j'ai constaté, alors à Paris, c'est encore une fois exacerbé comme tout, mais que il y a quand même une pression qui va sur les épaules de tous nos élèves, qui n'est pas normale, qui fait que la santé mentale des gosses ne va pas bien, et les tentatives de suicide sont très nombreuses. Ça doit rester quand même quelque chose. Il nous reste 3 minutes, Christophe Ferrero. Je voudrais absolument que vous nous racontiez votre expérience sur l'électorat de Paris. Mais quand même, juste là-dessus, je pense que mon idée, c'était qu'on certifie. Après tout, en langue vivante. Il y a le TOEIC, il y a le TOEFL. Personne ne dit que c'est pas bien, ça. Et on se certifie, on s'auto-certifie. Il y a PIX pour le numérique. Les enfants se certifient. Donc les outils sont là. Je pense que les outils sont là, et je pense malgré tout que la pression de la notation et de l'évaluation et du contrôle tel qu'elle est en France est à revoir, est à réinterroger. Je n'ai pas les réponses sur tout, mais je pense qu'il faut desserrer là aussi cet étau qui vient d'une école des jésuites qui quand même est très marquée et a
est aussi responsable de ce tri, de cet échec, de cette orientation subie pour trop d'élèves. C'est eux qui m'ont élevé, j'espère que j'en suis mieux sorti que ça. En 2 minutes et demie, votre expérience au rectorat de Paris, le projet que vous portez courageux, qui est sur le point d'aboutir, et puis l'échec et votre départ. Oui, on avait lancé, comme je dis, quand on arrive sur une académie, on regarde les indicateurs, ce qui va, ce qui ne va pas. Nous, c'était la ségrégation sociale et scolaire. Donc on a tout œuvré, a fait le net, la fermeture d'un certain nombre de lycées ghettos, la réaffectation des moyens, on a travaillé là-dessus. Et le dernier élément, c'était de transformer quelques classes préparatoires. Marginalement, 3 classes préparatoires, on fermait 3 classes préparatoires qui ne fonctionnaient pas bien pour diverses raisons, et on ouvrait à la place, on se servait de ce modèle des classes préparatoires, qui est un bon modèle, encore une fois, pour mettre un nouveau public, notamment des lycéens professionnels ou des lycéens un peu plus fragiles, et on se servait du modèle des classes préparatoires pour les remettre à niveau et en faire des ingénieurs de production et des professeurs des écoles. Oui, ça aboutit, parce que ça peut aboutir. Pourquoi partez-vous? Pourquoi vous claquez la porte? Je pars parce que la ministre revient sur ce qui avait été arbitré par Gabriel Attal, sans explication, sans doute pour faire plaisir à je ne sais qui, alors que ça avait été une vraie bataille. Elle revient dessus, et bon, moi il ne me reste plus grand-chose aujourd'hui, mais mes parents m'ont transmis l'honneur. L'honneur pour moi, c'est sacré. Et vous concluez par « Nous sommes les ministères » dans la lettre émouvante. Rien que pour ça, il faut acheter votre livre. Nous sommes les ministères de la raison. C'est ce chemin que nous avons suivi à Paris et qu'il faut poursuivre, car la tâche est immense. Christophe Querero, est-ce que l'école condamne les élèves français à devenir des crétins? Est-ce que ça reste une fabrique du crétin inévitable, ou est-ce qu'on va pouvoir éviter cet écueil? Si nous travaillons ensemble au service de nos élèves, je crois que nous avons vocation à avoir des vrais citoyens du XXIe siècle qui, comme souvent la France l'a été, éclaireront le monde. Luc Ferry vous entende, et nous savons, donc vraiment je recommande la lecture de cet ouvrage, d'abord aux enseignants, aux hommes politiques. Je dis que tous les députés, les sénateurs devraient l'avoir sur leur table de travail, parce que je pense que la solution à tous nos maux, elle viendra évidemment du sauvetage de cette école qui reste, je l'ai dit au départ, le principal outil des gloires de la France et du sursaut de notre République. Dans quelques instants, Madame Lahaye qui va nous raconter des subtilités sentimentales.